Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Dans ce nouvel épisode, je vous emmène à la découverte d'une brasserie belge qui fêtera son 30e anniversaire en 2026 et dont l'une des marques de bière est plus célèbre que le nom de la brasserie lui-même. Fondée en 1996 dans un village de Wallonie-Picarde situé à quelques kilomètres de la frontière française, cette entreprise familiale est solidement installée sur la scène brassicole belge, mais aussi française, grâce à son savoir-faire reconnu et à sa bière totem, brassée depuis des lunes et servie dans un verre iconique, unique au monde. Saison 8, épisode 6, Vincent Collier et Guillaume Coulon, brasserie Collier à Perruet en Belgique. Cet épisode du Podcapsuleur vous est proposé dans le cadre d'un partenariat avec la brasserie Collier. Direction Perruet, au cœur du Hainaut, où la brasserie Collier poursuit l'aventure familiale débutée il y a plus de 90 ans, en 1933, lorsque Charles Collier, alors mineur de fond, décide de s'installer comme revendeur de bière à Bonsecours, petit village du sud de la Belgique et berceau de la famille. L'entreprise se transmet de génération en génération. En 1980, Roger et Linda Collier arrivent aux responsabilités et c'est eux qui transforment l'activité en créant une brasserie. Nous sommes alors en 1996. La suite, c'est Vincent Collier, l'un des trois fils de Roger et Linda, qui nous la raconte. Bonjour, je m'appelle Vincent Collier et bienvenue à la brasserie Collier de Perruet. Vincent, cette brasserie, tu en as quelque part hérité puisque ce sont tes parents, Roger et Linda, qui l'ont fondée en 1996, en 1996. Mais auparavant, il y avait déjà une histoire familiale avec la bière et avec les boissons en général, puisque ton arrière-grand-père, dans les années 30, avait créé une petite société de distribution. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire familiale et comment elle s'est transmise de génération en génération ? On est, comme tu le disais, brasseur, producteur de bière depuis 2 générations, mais on prend beaucoup de plaisir à dire qu'on est aussi passionné de bière depuis 4 générations, parce qu'effectivement, en 1933, mon arrière-grand-père, Charles Collier, a eu en fait l'excellente idée de quitter son emploi de mineur pour s'installer comme revendeur de bière. Et donc son métier, ça consistait à aller acheter des bières dans les brasseries locales, il y en avait dans tous les villages ici à cette époque, et de les revendre au porte-à-porte avec une charrette à bois. Ses fils, Roger et Christian, ont repris l'affaire familiale juste après la Deuxième Guerre mondiale. Mais à côté de ça, ils ont développé une activité B2B, c'est-à-dire qu'ils étaient des distributeurs dans le CHR, dans l'Horeca. C'est une époque où les brasseries avaient beaucoup grandi, où les bars, le CHR devenaient de plus en plus professionnels, et ils avaient besoin d'un intermédiaire de qualité pour aller négocier les meilleurs prix et puis avoir un bon service de livraison. Et puis mes parents, Roger et Linda, ont continué cette activité de distribution familiale dans les années 80, toujours concentrés sur les particuliers et le réseau CHR Horeca, dans le village de Bonsecours, qui est le village natif de la famille. Et alors, qu'est-ce qui va les pousser, en 96, en 96, à créer une brasserie ? Je pense que c'est ce qui pousse tous les entrepreneurs ou toutes les personnes qui créent quelque chose. C'est un rêve un peu profond de devenir brasseur que je pense que mon papa notamment a toujours chéri depuis qu'il était tout petit. D'autre part, je pense qu'il sentait aussi peut-être un peu le vent un peu tourné. Il sentait que les brasseurs industriels devenaient de plus en plus puissants et que c'était parfois pas toujours facile pour les distributeurs de petite taille, les distributeurs familiaux. Donc c'est un mélange de vision et de passion qui l'a poussé à avancer dans cette voie. Et puis un jour, il a rencontré quelqu'un qui s'appelait Marcel Lebeau, qui était l'ancien directeur de production de la brasserie Bellevue, qui est une marque très célèbre de gueuses en Belgique. Et en fait, le métier de Marcel Lebeau à l'époque avait beaucoup changé et en dit beaucoup aussi sur le paysage brassicole de l'époque. C'est que son métier, c'était plus seulement d'être directeur de production, mais on lui avait surtout demandé de racheter toute une série de brasseries qui faisaient de la gueuse, donc des gueuseries, et de les fermer pour faire de la place sur le marché pour la marque Bellevue. Et donc quand il a rencontré mes parents qui avaient l'ambition ou la volonté ou le rêve un peu fou de démarrer une nouvelle brasserie dans les années 90, 90, à un moment où toutes les brasseries fermaient, je crois qu'il a suivi un peu son cœur à ce moment-là et il s'est dit qu'il
ils préféraient suivre un projet plus positif que de continuer à fermer les brasseries. Donc Marcel a rejoint mes parents. Moi à l'époque j'avais une dizaine d'années. Ils ont décidé de construire la brasserie littéralement sur l'activité de distribution, parce que c'est l'activité de distribution qui a financé le lancement de la brasserie, mais aussi parce que, comme tu peux le voir ici, la brasserie a vraiment été créée au-dessus des bâtiments qui étaient utilisés pour distribuer les produits. Et donc ils ont lancé le premier brassin en 1996, et ils ont lancé leur marque qui s'appelait Bon Secours, issue du nom du village en fait, d'où étaient natifs les membres de la famille. C'est quoi l'ambiance à l'époque entre, je crois qu'en Belgique, la distribution, c'était plutôt quelque chose de très disparate, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de petites entreprises de distribution. Aujourd'hui, il y a plutôt des gros rouleaux compresseurs de la distribution, et les brasseries, c'est un peu pareil. À l'époque, il y avait chaque village avait sa brasserie, et puis les rouleaux compresseurs industriels sont arrivés, et le paysage a changé. Oui, exactement. Le paysage a beaucoup changé. Je crois que c'est intéressant dans l'histoire de notre brasserie aussi, c'est qu'effectivement, ça reflète un petit peu toutes ces évolutions-là. À l'époque, comme tu le disais, l'activité de distribution, elle était vraiment dans les mains de centaines de petits indépendants. Et l'activité de brasserie, on sentait vraiment qu'elle était en train de se consolider. C'était vraiment le début de la consolidation. Mes parents, d'ailleurs, ils ont fait le choix très fort, à l'époque, de sortir une bière qui était un peu à contre-courant. Ce que les gens aimaient dans le milieu des années 90, c'était l'exemple typique de la Hoegaarden, cette bière blanche bien connue, qui devait être la même brassée à Hoegaarden ou à Rio de Janeiro ou à Pékin. Et donc les industriels ont dû commencer à s'adapter pour avoir la même bière aux quatre coins du monde, parce que c'est ça qui était en train de se passer. Mes parents, à l'époque, ont fait un choix différent, qui était de lancer des bières non filtrées, non pasteurisées, avec un bouchon mécanique dans les casiers en bois, qui sont toujours des choix forts qu'on continue à faire perdurer aujourd'hui, mais qui était à l'époque tout à fait à contre-courant. Ce serait peut-être plus facile aujourd'hui de lancer une brasserie avec les 4 éléments que je viens de te citer. C'était beaucoup plus osé quand on est en 1996 et que les gens aimaient surtout boire de la lèvre et de la Hoegaarden. En 2010, l'activité de distribution familiale est cédée et rachetée, mais par contre l'activité de la brasserie continue. Au début des années 2000, le mouvement que je viens de t'expliquer de producteurs de bière qui viennent de plus en plus grands continue à s'amplifier. Regarde notre activité de distribution un peu morcelée et aux mains de centaines d'indépendants et décide d'aller voir l'ensemble de ces indépendants et de les racheter. Et donc c'est ce qui s'est aussi passé pour ma famille. Et début des années 2000, ils ont décidé de revendre, à l'époque c'était Alkenmaes, donc il y avait 2 grands acteurs, InBev avec Interbrew, Alkenmaes, qui rachetaient l'ensemble des activités de distribution. Et donc à partir du début des années 2000, on s'est retrouvé à 100% producteur de bière et plus distributeur. Oui, et puis si tu essayais de faire de la résistance face aux offres de rachat, on te coupait les vifs parce que tu n'avais plus accès aux références de bière que tu vendais jusqu'ici, quoi. Tu l'as bien compris, c'est compliqué de dire non quand InBev te propose de racheter ton activité de distribution parce que tu sais que tu n'as pas envie de te fâcher avec eux, quoi. C'est évident. La période un peu plus difficile dans l'histoire de la brasserie va débuter à partir de ce moment-là. Effectivement, c'était un choix en fait aussi logique de vendre, et en même temps le fait de se retrouver 100% en brasseur n'a pas été simple, n'a pas été une sinécure. En fait, l'activité de brasserie, l'activité de production de bière dépendait quand même beaucoup de l'activité de distribution, notamment pour le réseau de bars dans lesquels on écoulait en fait nos volumes. La brasserie produisait à l'époque l'équivalent de 3000 hectos par an et était principalement vendue dans les réseaux de distribution. À partir du moment où on était uniquement brasseur, ça a été plus compliqué de maintenir ces volumes-là. Et en même temps, il fallait qu'on continue à investir dans nos locaux et on ne pouvait plus bénéficier en fait de la place qu'on avait aussi dans la clé de distribution. Et donc du coup, on s'est retrouvé dans une période qui a effectivement été plus difficile. Et je crois que dans toutes les belles histoires entrepreneuriales, on n'entend jamais que ça va toujours dans un sens ou que ça fait que grandir et que tout va toujours bien. Et c'est aussi des moments un peu qui ont été très difficiles pour la famille, mais qui nous ont aussi beaucoup appris. Et là, mes parents ont fait preuve de beaucoup de jusque-boutisme et voire peut-être d'acharnement pour continuer cette activité. Cette période, elle a continué encore à être difficile entre les années 2008 et 2012. Je ne sais pas aussi si
On se souvient parce que ça commence à faire loin maintenant, mais 2008, c'était un peu la crise financière. À ce moment-là, toutes les entreprises, tous secteurs confondus, qui étaient un peu en difficulté, se voyaient en fait couper tous les financements. Enfin, ça a été très compliqué pour elles. Mais malgré toutes ces difficultés-là, ils ont continué à tout faire pour continuer leur rêve, qui était en fait de brasser des bonnes bières et de pouvoir raconter des histoires et donner du plaisir aux gens. 2012, il y a eu un nouveau moment un peu en famille, où là, mes parents, qui avaient à l'époque 55 ans, ont partagé en fait avec leurs enfants. Donc moi, je me suis présenté, je dirige la brasserie, mais je fais ça aussi avec deux de mes frères, Laurent et Bertrand. Ils sont venus nous voir en nous disant, voilà, on se bat depuis très longtemps pour cette brasserie, on y croit, ça fait quelques années quand même qu'on connaît des difficultés, on a envie de continuer à y croire, on a envie de continuer à investir toute notre énergie, mais à notre âge, on a besoin aussi de comprendre pourquoi, et on a besoin un peu de se faire aider. Et donc c'est l'époque à laquelle mes frères et moi, on a décidé de rejoindre l'entreprise familiale, avec des ambitions de redéploiement, de redressement, et d'aller rechercher en fait de la nouvelle croissance. Donc là, on est en 2012, quand les trois frères arrivent à la brasserie en soutien à leurs parents. 2 ans plus tôt, la brasserie a créé une petite recette qui va être un peu la recette du succès, ou en tout cas qui va être un levier fort pour redresser la barre de l'entreprise. C'est la Pédieu, qui est une bière que on ne présente plus. Et d'ailleurs, je serais bien en peine de la présenter, mais en tout cas, très très forte notoriété. Aux origines de la Pédieu, il y a un concours, un simple concours à laquelle la brasserie a participé, et parmi d'autres, j'imagine, et a présenté cette bière. Oui, donc la Pédieu, effectivement, elle a joué un rôle important, et elle joue encore un rôle extrêmement important à la brasserie. Et comme tu le dis, ça a démarré en fait par un appel d'offres de la région wallonne, donc qui est une des instances publiques en Belgique, et par l'intermédiaire en fait de l'Institut pour le patrimoine wallon, qui agit à la sauvegarde des métiers qui sont liés à la rénovation des bâtiments protégés par le patrimoine wallon. Donc par exemple, une église protégée par le patrimoine qu'on veut rénover, ça va avoir besoin de maçons, de menuisiers avec des techniques tout à fait particulières. Et l'Institut Patrimoine Wallon les forme. Cet Institut Patrimoine Wallon veut faire la promotion de son institut. Et vu que ses bureaux sont situés dans une abbaye, l'abbaye de la Pédieu, trouve que ce serait quand même sympa de sortir une bière pour justement qu'on parle davantage de l'abbaye et qu'on parle davantage de l'Institut du Patrimoine Wallon. Donc, appel d'offres public auquel la brasserie répond justement dans ces années un peu difficiles et gagne l'appel d'offres et lance une bière blonde à 10 degrés qui s'appelle la Pédieu. Pour revenir sur ce qu'on disait juste avant alors, et le renouveau un peu en 2012, 1 an ou 2 plus tard, lorsque il y a la nouvelle génération qui arrive et la volonté avec les parents de relancer, de redéployer l'activité, on fait 3 choix qui sont importants. Le premier choix, c'est d'ouvrir notre capital et de lancer un plan d'investissement hyper important dans notre brasserie pour pouvoir augmenter notre production, mais surtout pour améliorer de manière vraiment significative la qualité de nos produits. Le deuxième choix, c'est d'arrêter, ou en tout cas de fortement diminuer les marchés sur lesquels on était assez présents à l'époque, qui sont la grande distribution en Belgique et les marchés à la grande exportation, les États-Unis, l'Asie, etc. Et le troisième point important, c'est de se concentrer sur une nouvelle marque, qui est cette marque pour laquelle, 1 ou 2 ans auparavant, on avait gagné l'appel d'offres, qui était la Pédieu, qui était une marque dans laquelle on croyait vraiment beaucoup, et on a décidé de se concentrer là-dessus. Et donc le marché sur lequel on a voulu se consacrer, c'était la France et le CHR, parce qu'il y avait une forte conviction que c'était dans le CHR qu'on pouvait construire des marques. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Dès le départ, lorsque la Pédieu a franchi la frontière et arrive en France, il y a un emballement pour cette bière. Oui, c'est mon papa qui a pris la responsabilité de développer commercialement la Pédieu en France. C'était aussi plus facile pour lui, en tant qu'ancien distributeur, d'aller rencontrer des distributeurs qui sont nos clients, qui n'étaient pas ses concurrents auparavant. Et donc il est parti en France, et en fait, directement, dans les premiers établissements CHR qu'il est parti visiter, dans la région de Lille,
Alors peut-être au départ, il a dû user un peu de son charme pour convaincre les premiers établissements CHR de croire en notre produit et de croire en notre marque. Mais par contre, dès qu'on mettait la Pédieu au fût, qu'on parlait de son histoire et qu'on montrait son verre, le succès des consommateurs, du grand public, dans l'établissement CHR a été direct. On a tout de suite compris qu'il y avait un truc qui était en train de se passer. Et là, 12 ans, 13 ans plus tard, ce succès ne s'est jamais démenti? Non, donc ces 12-13 dernières années, on a vraiment continué en fait la même stratégie qui est de investir énormément dans notre capacité de production, dans nos équipes, pour assurer qu'on ait la bière de la plus haute qualité et aussi une bière qui est différenciante parce qu'on est aussi très fiers maintenant d'avoir une brasserie qui non seulement fait des bonnes bières, mais qui arrive aussi à les mettre dans des jolies bouteilles, dans des beaux casiers en bois, etc. Donc on a maintenant un outil de production qui est tout à fait unique. 2, c'est de continuer nos efforts dans nos marchés qui sont naturels, Belgique, France, Pays-Bas, et de ne pas de vouloir aller aux quatre coins du monde, pour vraiment construire des marques dans nos marchés et dans le CHR. On n'a pas encore parlé de volume, mais tu disais qu'il y a quelques années, la brasserie Collier, c'était 3000 hectos à l'année. Alors évidemment, depuis, les choses ont changé. Le marché français, ça représente quand même 2/3 des volumes de Pédieu. On parle de quoi? De quel volume? On a fini l'année passée avec un peu plus de 80 000 hectos vendus. 100% de notre production part en Belgique, France, Pays-Bas. Et la France, c'est le plus grand marché, c'est aussi là où il y a le plus grand nombre d'habitants. Et représente effectivement un peu moins de 2/3 des volumes totaux. Il y a quelques mois maintenant, la Pédieu a eu une petite sœur, la Pédieu Nova, une bière qui reste fidèle à la marque de fabrique, à l'ADN de la Pédieu en termes de goût, en termes de qualité de production, mais qui est plus légère en alcool puisqu'elle est à 6 degrés. Si on faisait un premier bilan, là, à brûle-pourpoint, quelques mois plus tard, est-ce que le succès espéré est là? Alors, la réponse est oui. C'est un projet qui nous excite beaucoup. On a très longtemps réfléchi à l'opportunité de lancer un second produit dans Pédieu. Et très longtemps, en fait, on partait du principe que Pédieu était et allait toujours rester monoproduit. Finalement, on s'est lancé parce qu'il y avait vraiment une demande, notamment de nos ambassadeurs Pédieu, qui continuaient à avoir beaucoup d'engouement dans la marque, mais qui souhaitaient avoir une alternative moins forte. Et donc, on a travaillé sur une recette qu'on a lancée en septembre 2024, donc l'année passée, uniquement au fût, dans un premier temps chez nos ambassadeurs. La réponse, elle est bien au-delà de nos attentes. On est extrêmement satisfait. D'une part, les consommateurs plébiscitent la qualité du produit et son goût, et ça pour nous, c'est ce qui est le plus important. Et d'autre part, nos ambassadeurs sont très heureux des volumes qu'ils font avec cette référence-là, et donc sont très contents de l'avoir à leur pompe. Et là, les premières bouteilles de la Pédieu Nova sont sorties de Chambre Chaude la semaine dernière. Oui, donc on peut aller la goûter si tu veux après l'interview. Et donc on entre maintenant dans la deuxième phase de lancement de la Pédieu Nova. C'est sorti de Chambre Chaude vendredi dernier et on va la lancer là, dans les toutes prochaines semaines, uniquement dans le CHR, donc uniquement dans les bars, aussi dans un premier temps au moins pendant 1 an, pour continuer à construire la notoriété de ce nouveau produit dans le CHR, parce qu'on croit vraiment que c'est dans le CHR que se créent les marques. Vincent, merci pour ton accueil. On va aller visiter la brasserie et dans quelques instants, on va retrouver Guillaume Coulon, qui est le maître brasseur de la brasserie Collier. Bonjour, je suis Guillaume Coulon, je suis le maître brasseur de la brasserie Collier. Guillaume, on se retrouve ici pour la visite de la brasserie. Nous sommes dans la meunerie. Oui, donc c'est ici qu'on stocke une partie des matières premières. Donc on a une partie du stockage qui est fait en silo à l'extérieur, mais tout ce qui n'est pas en silo, en sac, est stocké ici. Et donc c'est ici qu'on retrouve aussi le concasseur, donc qui va permettre de moudre le grain. Et en fait, le concasseur, il est très vieux, puisqu'on a récupéré un concasseur des années 30. On est un peu les seuls à avoir ça n'existe plus, mais il fonctionne bien. On l'a automatisé et il tourne vraiment bien pour nos bières, quoi. Ouais, c'est une pièce de musée d'ailleurs. Les techniciens qui assurent la maintenance aiment bien venir caresser la bécane de temps en temps. Oui, c'est vraiment ça. Généralement, quand on fait l'entretien, ils se battent tous un peu pour venir voir un peu la machine parce qu'il n'y en a plus vraiment en fonctionnement dans d'autres brasseries. Donc c'est toujours intéressant pour eux de venir voir un peu comment ça se passait, à l'époque. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les matières premières? Donc, quelles sont les matières premières que tu utilises pour les différentes bières de la brasserie Collier? Comme à peu près dans toutes les brasseries, on utilise du malt d'orge comme base. Donc le malt Pilsen, donc qui représente
on va dire 90% de notre malt, donc qui est stocké en silo. Et après tous les autres malts, c'est des malts torréfiés en fonction des recettes. On travaille avec pas mal de malt d'orge en sac de 25 kg. Et alors on a du malt d'avoine et du froment qu'on rajoute par exemple dans notre Bon Secours Prestige, où on travaille directement en big bag parce que les quantités sont plus importantes dans cette bière-là. Mais tout se passe ici à la meunerie quand c'est pas conditionné en vrac. Alors à la sortie du concasseur, le malt s'en va par ce tuyau. En dessous du concasseur, il y a un tuyau qui va récupérer le malt et ça va directement aller vers la salle d'empâtage. Donc on concasse en direct. Donc on a 2 salles de brassage. Donc on a notre ancienne salle de brassage qu'on utilise encore de temps en temps pour des petits volumes où on brasse en 40 hectos. Et depuis 2022, donc on a investi dans une nouvelle salle de brassage de 120 hectolitres et on essaye de brasser 4 brassins par jour. Donc on approche un peu plus de 450 hectolitres par jour de brassins. Une équipe de combien de brasseurs? Il y a 5 brasseurs. Il y a 2 shifts. Il y a le shift du matin où ils commencent à 5 heures du matin et ils terminent à 22 heures leur journée. Donc il y a une équipe du matin, une équipe de l'après-midi et une personne de journée pour tout centraliser. Mais les brasseurs s'occupent aussi de tout ce qui est cave, donc ils vont faire les cipes, les transferts de cuves, les centrifugations, etc. qu'on verra par après. On y va. Quand on entre dans la brasserie, la première chose que l'on va voir, ça va être ces anciennes cuves en cuivre. On est dans l'ancienne salle de brassage. Oui, c'est ça. Donc, c'est une salle de brassage qui a été récupérée à l'installation de la brasserie en 96 d'une brasserie qui a fait faillite. Donc, les cuves ont été installées, elles ont été recouvertes de cuivre pour donner un peu plus l'aspect authentique. Et c'est une salle de brassage, on va dire, un peu classique. Donc, on va retrouver une cuve d'empâtage, puis suivie d'une cuve filtre et suivie d'une cuve d'ébullition pour pouvoir enchaîner les brassins plus rapidement. Et on pouvait brasser comme maintenant sur la nouvelle salle de brassage. On peut brasser 4 brassins sur une journée sur cette salle. Et donc elle est encore semi-manuelle, il y a très peu d'automatisation. On est passé sur la nouvelle salle de brassage avec de la full automatisation, mais là c'est encore assez manuel. Donc ici on est dans la nouvelle salle de brassage qui a été inaugurée en 2022. Donc salle de brassage pour faire 120 hectolitres de bière. Donc on a triplé les volumes de brassins par rapport à avant. Et donc on est ici sur une salle de brassage full automatisée, flambant neuve, qu'on a essayé de faire le plus esthétique aussi possible, mais en gardant la même style de fabrication qu'on faisait auparavant. Donc on a gardé le système de cuve filtre, on ne voulait pas passer sur un filtre presse, on a voulu vraiment garder cette authenticité. Et alors avec une succession de cuves comme on a habituellement, toujours l'empâtage à cuve filtre, une cuve tampon pour pouvoir enchaîner les brassins, une cuve d'ébullition et un whirlpool pour éliminer les résidus de houblon et de protéines de la bière. Et donc c'est grâce à cette multiplication de cuves qu'on réussit à enchaîner les brassins? Oui, donc c'est vraiment grâce à ça, puisque pendant qu'on fait une ébullition, on peut commencer à filtrer notre bière, et donc on va pouvoir enchaîner et faire jusqu'à même 6 brassins par jour. Pour le moment, on n'en fait que 4, parce que la capacité de nos fermentations ne permet que de brasser 4 brassins par jour, mais on pourrait très bien monter à 6 sans problème avec cette nouvelle technologie, on va dire, qu'on a implantée à la brasserie. On a traversé la brasserie pour arriver dans la salle de fermentation. Oui, c'est bien ça, c'est un peu un labyrinthe pour venir ici. Et donc cette salle est équipée de 24 fermenteurs. On en a 12 de 160 hectolitres utiles et alors on en a 8 de 480 hectolitres. Donc ce qui représente en fait 4 brassins sur la nouvelle salle de brassage pour les grosses cuves et 4 brassins sur l'ancienne salle de brassage pour les petites cuves. Et donc les anciennes cuves se transforment petit à petit en cuves de garde après centrifugation de bière filtrée. Vu que la capacité commence à diminuer, on préfère brasser généralement dans des grosses cuves puisque c'est plus facile à remplir. Donc la bière, elle arrive ici après le brassin. Donc on la refroidit via notre échangeur à plaques où on va récupérer de l'eau chaude grâce à ça pour rebrasser aussi les brassins suivants. Donc cette bière est refroidie où on va injecter aussi la levure. Et donc on va avoir toute l'étape de fermentation qui va se faire, qui dure environ une semaine, entre 7 et 10 jours en fonction des bières qu'on va produire ici. Et alors on a la particularité ici, c'est qu'on va faire la maturation à froid dans la même cuve de fermentation. Donc on va refroidir les cuves à 0 degré après la fermentation et on va les laisser 14 jours supplémentaires minimum dans la cuve pour qu'elles puissent maturer et développer le goût originel de nos bières. Donc on fait une maturation qu'on dit sur lit, donc c'est vraiment la levure qui va pouvoir développer aussi des côtés aromatiques qui vont se développer pendant cette maturation à froid. En termes de levure, justement, qu'est-ce que vous utilisez? Quels sont les usages? En termes de levure, on va utiliser de la levure, on va dire classique, que beaucoup de brasseries utilisent. Donc on peut très bien aller chez Fermentis, chez l'Allemand, ça dépend un peu. Mais on utilise généralement entre 4 et 5 levures différentes pour une gamme de 8-9 bières. Donc on a quelques levures qu'on réutilise plusieurs fois pour certains produits.
Et alors pendant la période de maturation, c'est là qu'intervient le dry hopping? Oui, c'est ça. Donc pour toutes nos bières de type IPA, et alors on a aussi une Bonsecours myrtille, donc une bière à la myrtille sur laquelle on fait un dry hopping. On va ajouter donc le houblon pendant la maturation. Donc on a ce qu'on appelle un hop gun, dans lequel on va rajouter le houblon qui va injecter directement le houblon et qui va rester infusé dans la bière jusqu'à la centrifugation de la bière et donc donner ce côté fruité ou herbacé en fonction des types de houblons qu'on aura choisi. Alors justement, parlons-en des houblons. Oui, les houblons, ils viennent principalement de Belgique, dans la région de Poperingue. Donc on va dire 90% de notre houblon vient de là-bas. Donc on a un agriculteur qui travaille presque exclusivement pour nous, pour produire notre houblon. Et après tous les houblons qu'on ne peut pas avoir en Europe, donc les houblons souvent utilisés pour les IPA, avec des arômes vraiment typiques de fruits tropicaux, etc. Là on est obligé d'aller chercher dans les pays qui ont vu un peu plus le soleil. Donc on va en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, etc. Ça vient plutôt de ces régions-là. Mais pour le moment, on n'a pas encore ce genre de houblon en Europe, donc on est obligé de se fournir là-bas. Mais le gros de la consommation, ça reste du houblon belge. Totalement, donc nos bières phares qui sont la Paix Dieu sont produites avec 100% de houblon belge et une grosse partie de notre gamme aussi est 100% de houblon belge. Après la maturation, la bière est centrifugée? Oui, donc c'est ça. Donc on dispose d'une centrifugeuse qui va permettre d'éliminer donc la levure et le houblon si on a rajouté du houblon en dry hopping. Et ça permettra d'avoir une bière claire. Donc on ne filtre pas la bière, on centrifuge, donc il reste toujours un peu de levure dans le produit, mais c'est surtout d'avoir une bière limpide pour le consommateur qui est intéressante et de ne pas avoir cet aspect trop levureux en bouche. C'est une étape qui prend combien de temps? Donc ça dépend de la grandeur de la cuve évidemment, mais si on centrifuge une cuve de 500 hectolitres de bière, il faut compter presque une journée entière, donc on est à 10-12 heures de centrifugation pour centrifuger ça. Et la bière est stockée après directement dans des cuves de bière filtrées, elles sont mises au froid et elles sont prêtes directement à faire partir au soutirage, vu qu'on a déjà fait la maturation pendant la fermentation. Donc ici on se trouve dans la zone de préparation de la bière, juste avant l'envoi au soutirage, donc c'est un ajustement qui va être fait pour ajouter du CO2 dans la bière pour faire du fût, parce qu'on ne refermente pas la bière en fût. Donc c'est fait en ligne et c'est directement envoyé à l'enfuteuse. Et pour la bouteille, il va y avoir une injection de levure et de sucre qui vont être faites pour refermenter en bouteille. Donc toutes nos bières en bouteille sont refermentées dans nos chambres chaudes qu'on ira voir juste après. Alors on enregistre à la veille du 1er mai, donc c'est déjà le week-end et c'est jour de maintenance. Oui, donc je dirais plus qu'il y a une petite panne sur la machine comme ça arrive, il y a un fût qui est tombé dans la machine, donc on est en train de régler le problème. C'est ce qui arrive tous les jours et plusieurs fois par jour. Mais donc ici on se retrouve devant l'enfuteuse qui produit 80 fûts à l'heure plus ou moins, qui tourne aussi en 2 shifts parce qu'on a une grosse production de fûts. On vend plus ou moins 50% de nos volumes en fûts, donc on a pas mal de clients à ce niveau-là. C'est un système avec des vidanges de fûts, toujours on nettoie les fûts, on les désinfecte, on les stérilise et puis on les remplit directement. La bière, comme elle est saturée, le fût peut être consommé directement, donc la bière peut être chargée directement le lendemain matin dans les camions pour partir chez les distributeurs. Et là, il y a un gros travail manuel quand même. Oui, donc tout le déchargement des fûts vides est fait manuellement et puis il faut refaire les palettes avec les fûts pleins, placer les collerettes, etc. Donc on n'a rien automatisé à ce niveau-là à part le remplissage vraiment des fûts, quoi. Oui, alors on a une spécificité dans beaucoup de brasseries de Belgique. C'est les histoires de vidange et donc de lavage de bouteilles. Alors c'est en train de revenir en France, on en parle de plus en plus, mais en Belgique ça ne s'est jamais arrêté. Donc les bouteilles vides reviennent, retour à l'envoyeur. Oui, c'est ça. Donc nous, c'est un peu historique en Belgique de faire ça. Donc on récupère toutes les bouteilles qu'on a consignées, donc les bouteilles avec nos bouchons mécaniques, parce qu'on a une particularité de travailler avec des bouchons mécaniques. Donc toutes ces bouteilles sont nettoyées et réutilisées. Alors la particularité, c'est qu'on travaille aussi en bac en bois, parce qu'on a fait le choix de ne pas travailler en bac plastique pour la planète. La particularité, c'est que ces bacs en bois sont tous un peu différents. Et donc pour palettiser, dépalettiser, c'est un peu compliqué. Donc tout est encore fait à la main. Et donc il y a des opérateurs toute la journée qui mettent ces bouteilles sales sur la ligne pour les envoyer vers la laveuse et les bacs en bois de la même façon, quoi. Voilà, donc là on se retrouve au pied de la laveuse de bouteilles. Oui, donc comme on a des bouteilles consignées, on lave nos bouteilles. Donc c'est une assez grosse machine qui prend quand même pas mal de place au niveau de notre soutirage, qui permet de laver 8000 bouteilles à l'heure. Donc c'est comme une grosse machine à laver, c'est un circuit que la bouteille va suivre et va ressortir propre, désinfectée de la machine. Ensuite, pour contrôler justement ces bouteilles, comme c'est des bouteilles qu'on va réutiliser,
on va avoir une inspectrice bouteille qui va faire des photos. Donc il y a 3 caméras qui vont faire les photos dans tous les sens de la bouteille pour vérifier qu'il ne reste pas un bris de verre, que le goulot ne soit pas cassé, que le bouchon mécanique soit mis ou un résidu d'étiquette. Toutes ces bouteilles sont injectées automatiquement pour préserver la sécurité du consommateur, quoi. Après cette étape, on va arriver à la soutireuse. Au niveau de la soutireuse, on va d'abord rincer une dernière fois la bouteille avant de la remplir. On va la remplir directement. Donc la cadence de la soutireuse est de 20 000 bouteilles à l'heure. Donc c'est assez impressionnant quand on tourne à cadence maximale. En sortie de soutireuse, on va toujours avoir une vérification aussi des contrôles de volume, voir si les volumes mis dans les bouteilles sont bons. Ensuite, on a la particularité aussi, c'est que comme on travaille en bouchon mécanique, on a une machine que presque personne d'autre brasserie non, qui s'appelle une cliqueteuse, donc qui permet de former tous les cliquets de la bouteille. Et après, ensuite, on va avoir l'étiqueteuse. On va avoir aussi une particularité d'être en bouchon mécanique, c'est qu'on doit mettre une double étiquette. On aura une étiquette frontale avec la marque de la bière, mais on est obligé de mettre une collerette qui va se disposer sur le bouchon mécanique pour certifier au consommateur que la bouteille n'a jamais été ouverte. Donc si l'étiquette est déchirée, ça veut dire que la bouteille a déjà été ouverte. Parce qu'il y a une capsule, on peut l'enlever, mais on ne sait pas la remettre. Juste après cette étape-là, on va indiquer aussi le numéro de l'eau et la date de péremption de la bière. Et ensuite, elle va être mise directement en bac via notre encaisseuse et envoyée directement en chambre chaude pour être mise en palette de nouveau par les opérateurs, puisque les robots ne peuvent pas le faire vu qu'on travaille en casier en bois. Alors là, on est dans la chambre chaude, où il fait quand même plus frais que dans la brasserie. On est entouré de montagnes de bouteilles entreposées dans des casiers en bois. Oui, donc ici, on a la chance, c'est que c'est la meilleure pièce, on va dire, presque de l'année, puisqu'il fait 21 degrés ici, non-stop. Donc on va avoir des températures, en hiver il va faire bon, et en été il va faire très frais, donc on aime bien rester ici. Donc ici, nos bières sont stockées après embouteillage pendant 14 jours, où on va faire refermenter la bière pour donner la pétillance naturelle à nos bières. Donc ici, ce que tu vois autour de toi, c'est 14 jours de production, en gros. Et une fois que la bière a 14 jours, on va vérifier la pression dans les bouteilles. Et si cette pression a atteint le minimum, les 3 bars, on va commencer les analyses qualité. Donc analyse qualité, c'est au niveau du laboratoire. On va analyser le taux d'alcool, l'amertume, la coloration de la bière. Et principalement aussi, ce qui est très important, c'est la dégustation. Donc tous les lots sont aussi goûtés pour valider. Une fois que la validation est faite, la logistique peut venir chercher les palettes et ça peut partir dans les camions directement pour être livré. Mais les analyses dont tu parles, c'est pas les seules durant tout le process ? Non, on a 2 personnes à temps plein qui travaillent au niveau du laboratoire qui analysent aussi bien l'eau qu'on utilise, parce qu'on a la chance d'avoir un forage, donc on utilise de l'eau de forage, on n'utilise pas d'eau de ville à la brasserie, parce qu'on a une eau qui est vraiment d'une qualité exceptionnelle pour brasser. Donc on va analyser l'eau et on va utiliser toutes les étapes du process aussi, où on va suivre les courbes de fermentation, les analyses de garde, les analyses de produits en cours de production, donc les bouteilles qui sont soutirées, etc. Aussi bien au niveau physico-chimique qu'au niveau microbiologique. Donc il y a toutes des analyses microbiologiques qui vont vérifier que tout se passe bien, parce que les bactéries sont l'ennemi de la brasserie, en tout cas pour nous évidemment, vu qu'on travaille en fermentation levurienne. Bon, merci Guillaume pour cette visite. On va pas refermer ce chapitre sans parler d'environnement et de durabilité. Tout à l'heure, j'ai aperçu des panneaux solaires sur le toit des entrepôts de stockage de la brasserie. Quels sont les différents leviers que vous avez activés dans ce domaine de la réduction de l'empreinte carbone ? Oui, donc c'est vraiment très important pour nous de réduire notre empreinte carbone, parce qu'on sait que la production de bière engendre pas mal d'émissions de CO2. Donc on a investi pas mal dans le secteur de l'énergie, où on a installé presque 750 panneaux photovoltaïques qui représentent environ 15% de notre consommation électrique. On a aussi installé des récupérateurs de chaleur au niveau de notre chaudière, ce qui permet en fait de chauffer notre chambre chaude sans utiliser de gaz, puisque c'est que de la récupération de chaleur. Ça nous a permis de réduire de 20% notre consommation de gaz par ça. Ce qui est très important aussi, c'est que, comme je l'ai dit précédemment, l'eau, elle vient d'un forage, donc on puise de l'eau, donc on est fort dépendant de cette eau, donc on se doit de la préserver. Donc on a prévu ici un investissement dans le courant de l'année ici d'une station d'épuration qui va permettre de repotabiliser l'eau usée qu'on va ressortir et de pouvoir la réutiliser dans les process de nettoyage de la brasserie. Et donc on va pouvoir être presque précurseur dans les brasseries, puisqu'on estime pouvoir atteindre les 3 litres d'eau par litre de bière, où on était encore il y a quelques années à 9 litres. Donc on va diviser énormément notre consommation d'eau, quoi.
Et ça, c'est des investissements lourds? Oui, c'est assez important. La station d'épuration, elle est venue dans le plan d'agrandissement qu'on est en train de faire pour cette année. Il faut quand même compter presque 3 millions d'euros rien que pour la station d'épuration. Donc c'est vraiment un investissement assez conséquent. Mais on a saisi cette opportunité-là pour justement pouvoir réutiliser de l'eau. Et en même temps, on va faire du biogaz aussi via une biométhanisation qu'on va pouvoir réinjecter dans notre chaudière et être de plus en plus autonome en termes d'énergie. Là, on se trouve dans un lieu très sympathique, c'est la boutique de la brasserie et juste la pièce à côté, une pico-brasserie a été installée il y a quelques années et c'est ici que les brasseurs réalisent leur création de recettes. Oui, il y a environ 3 ans qu'on a décidé d'ouvrir un magasin, on s'est dit mais pourquoi pas associer ça avec toute notre partie R&D et développement de nouveaux produits. Donc on a créé une pico-brasserie ici où on brasse des brassins de 100 litres. Donc c'est un luxe qu'on s'est permis d'avoir justement pour développer toutes nos recettes. Vu qu'on sort quand même dans la marque Stut 3 produits éphémères par an. On voulait vraiment d'abord travailler les produits avant de les sortir pour avoir le meilleur produit possible pour nos consommateurs. Et puis après, il y a notre Pédieu Nova qu'on ira goûter tout à l'heure, qui est notre nouveau produit, qui a été développé aussi ici, où pour réaliser cette Pédieu Nova, on a fait 23 brassins. Donc ça a été 1 an de travail ici pour la développer. Donc tout s'est fait ici. Et alors, on a la chance d'être directement associé avec le magasin. Donc c'est vitré et on voit directement le magasin. Et le samedi, 1 fois par mois, on fait des ateliers pico-brasserie où des clients, des consommateurs peuvent venir créer leur propre bière ici directement dans la petite brasserie. Les 5 dernières minutes avec la dégustation. Guillaume, alors moi je pensais que cette pièce c'était une salle dans laquelle le public pouvait venir boire un verre. Non, pas du tout, c'est le réfectoire du personnel. Oui, c'est ça, donc c'est ici que tous les midis on peut manger son repas. La chance qu'on a, c'est de pouvoir venir ici le vendredi en fin de journée aussi pour boire un coup avec tous les collègues. On a une terrasse juste à côté aussi quand il fait beau. C'est l'endroit idéal pour se désaltérer. Et on a un bar qui est magnifique, qui est dans une tête de cuve en cuivre, superbe. Et c'est ici que nous allons déguster quelques-unes des bières produites par la brasserie Collier. Alors je te laisse nous présenter la première. Donc la première, c'est la petite dernière qui s'appelle la Pédieu Nova. Donc on a décidé de faire une deuxième bière dans la gamme de Pédieu. Donc on avait une triple qu'on dégustera juste après. Mais on va commencer par la Pédieu Nova. Donc c'est une bière à 6% qu'on a voulu faire aussi un peu différente. On voulait vraiment qu'elle ait un caractère très spécial comme la Pédieu et qu'elle soit assez équilibrée. Donc on a fait un produit qui était assez rond. C'était le côté le plus compliqué à faire, d'avoir du corps dans la bière et vraiment avoir l'impression de boire une bière spéciale. Donc ça nous a pris quand même pas mal de temps parce que c'est 1 an de développement pour faire cette bière. 23 brassins qui ont été développés à la Pico Brasserie d'abord pour donner le produit qu'on a actuellement et qui sort exclusivement ici en bouteille pour tous nos bars qui veulent notre produit. Et alors, parce que tu es modeste, tu le diras pas, mais comme je le sais, je vais le dire, c'est toi qui as créé la recette de la Pédieu Nova. Oui, entre autres, mais on est quand même une équipe tout derrière. Mais oui, le produit est passé entre mes mains à un moment donné, évidemment. Oui, on peut dire que j'ai créé la Pédieu Nova, mais on est toute une équipe derrière, quoi. Alors allons-y, on va la déguster, et ça c'est une première, on va la déguster en bouteille, et je rappelle qu'elles sont sorties de la chambre chaude, là on enregistre, on est mercredi, elles sont sorties de chambre chaude vendredi dernier, donc c'est vraiment les premières bouteilles de Pédieu Nova. C'est vraiment les premières bouteilles et il n'y a que moi, je crois, qui l'ai encore goûté pour le moment, donc on va pouvoir goûter ça ensemble, donc tu as le privilège de goûter ça avec moi. Donc au visuel, on a une bière dorée mais légèrement trouble, hein, parce qu'on va rajouter de l'avoine en fait dans la bière, donc ça va donner un peu ce trouble à la bière. Ça va donner par après aussi la gourmandise à la bière. Donc on a une mousse aussi assez fine et blanchâtre. Après au niveau du nez, on va avoir un peu des notes d'agrumes fruités qui vont se développer et un côté un peu plus céréal, assez agréable. Et alors en bouche, on sent bien qu'il y a du corps dans cette bière, donc elle est puissante. Généralement, on dirait qu'elle fait un peu plus en degré d'alcool que 6%. Donc c'est vraiment grâce au corps qu'on a rajouté, grâce à l'avoine aussi qu'on va rajouter. Alors on a un côté assez aussi épicé, donc on a vraiment de la gourmandise et en même temps des petites notes légèrement poivrées et agrumes en fin de bouche, quoi. Alors évidemment, après avoir goûté la Pédieu Nova, on va pouvoir déguster la Pédieu originelle.
Voilà, oui, donc la star de la brasserie, donc la Pédieu triple maintenant qu'on appelle, vu qu'il y a une deuxième Pédieu. Donc là, on est sur une bière à 10% d'alcool, une triple belge vraiment typique. Donc on a essayé de faire un produit le plus équilibré possible. C'est pour ça qu'il y a aussi son succès. Donc on a une amertume qui est raisonnable, on a une sucrosité qui est raisonnable et on a un équilibre au niveau des saveurs, quoi. Et tout ça fait que le succès de Pédieu derrière cette bière, quoi. Et c'est les plus gros volumes de production de la brasserie. Oui, ça représente une très grosse partie de nos volumes, hein. On est à plus de 70% de nos volumes de Pédieu. Donc oui, c'est vraiment la star de la brasserie, quoi. Donc voilà, ici on est sur une bière qui est moins trouble que la Nova, donc on est sur une bière vraiment plus limpide parce qu'il n'y a justement pas cet ajout d'avoine, il n'y a pas d'avoine, on est en 100% Pilsen sur la Pédieu. On va utiliser des houblons aussi 100% belges. Et donc au visuel, on a vraiment une robe vraiment dorée et alors une mousse très compacte et blanche qui tient bien au verre. Alors au nez, on va utiliser une levure assez spécifique qui va donner vraiment des notes de banane. Donc on va accentuer aussi cette odeur donc, de banane. Donc on essaye vraiment de développer ça. Donc on a aussi changé les méthodes de fermentation, etc. pour accentuer ce côté assez banane et fruité. Donc on a vraiment ça qui arrive au nez. Et après, en bouche, la première chose qu'on a, justement, c'est un mélange, un peu de saveur. On a le côté maltais, de fruité et une légère amertume qui reste en fin de bouche. Et tout s'harmonise très très bien en bouche. Donc c'est une bière qui est super facile à boire. Elle fait 10 degrés, mais en fait on dit souvent qu'elle est un peu traître, parce qu'on dirait qu'elle fait 7-8 degrés. Donc il faut boire ça avec modération, quoi. Mais elle a vraiment une rondeur et un équilibre en bouche qui est assez parfait, quoi. Troisième dégustation, changement de verre. Oui, on change de verre et on change de marque de bière aussi. Donc on est sur Bon Secours, donc qui est la marque traditionnelle de la brasserie. Et donc là, je vais te faire déguster la Bon Secours Prestige, donc qui est une triple céréale. Donc on va avoir du malt d'orge, du malt d'avoine et du malt de froment. Donc on a une bière assez gourmande et épicée. Donc elle est sortie il y a quelques années et elle remporte aussi un grand succès auprès de notre public. Toujours le bouchon mécanique. Et donc voilà, ici on est sur une bière aussi légèrement dorée, blonde dorée. On a un petit peu de trouble aussi du fait qu'on rajoute de l'avoine et du froment, donc ça rajoute un peu de trouble. Au niveau de la mousse, on a aussi une mousse qui est un peu moins compacte par exemple que sur une Pédieu, mais qui est tout aussi blanche et qui tient bien dans le verre. Alors au niveau du nez, là, on va être sur un côté totalement différent de la triple d'habitude qu'on fait, donc la Pédieu. Ici, on va avoir un nez assez épicé, donc on va avoir des notes de clou de girofle, de poivre. Et puis là, ici en bouche, on a vraiment une bière très gourmande. Donc on a un peu plus de sucrosité résiduelle qui reste dans le produit, qui lui donne vraiment de la gourmandise. On a ces notes épicées justement de poivre et de clou de girofle qui viennent vraiment en fin de bouche avec les notes très céréales. Donc on sent vraiment le côté maltais, très céréal avec l'avoine et le froment. Mais après en fin de bouche, on a vraiment un petit coup de rafraîchissement qui donne juste envie de reboire une gorgée juste après. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Quatrième dégustation, Guillaume, on prolonge avec la gamme Stut, qui est la gamme craft, on va dire, hein, de la brasserie Collier. Oui, c'est ça. Donc la Stut, donc c'est des bières craft qu'on a créées il y a maintenant 7-8 ans à la brasserie. D'où le mot Stut, en fait, en bruxellaire, en belge du bruxellois, ça veut dire un problème. J'ai eu un Stut, j'ai eu un problème. En fait, tout vient de là où on a fait un brassin, où on s'est trompé de malt, en fait, pendant qu'on a brassé. La bière était bonne. On a décidé quand même de la commercialiser vu qu'elle était bonne. Donc on a créé la marque Stut. Et depuis cette histoire, on crée des bières éphémères. Donc tous les 3 mois, on en sort plus ou moins 3 par an. Des bières éphémères, donc dans le type craft, où on s'amuse aussi là-dedans parce qu'on peut créer des recettes un peu plus originales. Et là, maintenant, on commence à sortir des volumes un peu plus importants parce que la marque commence à se faire connaître. Et donc là, je vais te faire déguster la dernière éphémère qui vient de sortir. Donc c'est la Pils Lemon Tree au baie de Genévrier avec aussi un dry hopping avec des notes d'agrumes. Donc c'est une bière qui est très rafraîchissante. Elle est à 4,2 et donc c'est en canette.
Et donc là, ici, on est vraiment, en termes de visuel, sur une pils. Donc elle est limpide, très très limpide. On se voit à travers. On a une mousse, là, vraiment typique d'une pils. Donc super compacte, très légère et très aérienne. Donc en bouche, on va voir ça, les bulles vont éclater, vraiment très rafraîchissante au niveau de la mousse, quoi. Au nez, on a ce qui va prédominer au premier nez, c'est la baie de genévrier. Donc on a mis des baies de genévrier dans la bière. Donc c'est vraiment le premier côté qu'on va avoir au nez, ce qui prend le dessus. Et après en bouche, là, on a un côté très très frais comme une pils. Donc on a une bière de soif, on a envie d'en reboire. Et après en fin de bouche, on va commencer à avoir l'amertume parce qu'on a quand même mis pas mal de houblon dans cette bière. Donc on a l'amertume qui va arriver, mais qui reste assez délicate. Et alors on va avoir tout ce qui est note de baie de genévrier et agrumes qui vient en fin de bouche pour rafraîchir. Et c'est vraiment une bière là sur les terrasses en été qui va cartonner, quoi. Guillaume, 5e et dernière dégustation. Donc c'est aussi une Stut, du coup, donc je t'ai parlé qu'il y avait des bières éphémères dans la gamme Stut. Donc ça a commencé par des bières éphémères et il y a des bières qui ont énormément plu au public. Donc on a décidé de faire des bières qu'on a appelées la gamme fixe, hein. Donc on en a une première qui s'appelle l'Aloha IPA, donc c'est pas celle-là que je vais te faire goûter parce qu'elle existe depuis un an. Mais il y en a une qu'on va sortir ici dans un mois, donc qui est une IPA qui s'appelle Juicy Doily. On l'avait déjà sorti l'année dernière. On l'a fait juste un petit peu moins forte, donc elle a 5,8 en degrés d'alcool. Donc c'est une bière très très fruitée sur les fruits tropicaux et assez trouble comme une IPA, quoi. Donc ici on est sur une bière assez trouble, hein. On ne se voit pas à travers, hein. C'est une IPA, donc il y a énormément de houblon. On a rajouté aussi pas mal d'avoine qui donne ce côté assez trouble à la bière. Et on a une mousse assez onctueuse aussi. Alors là, au niveau du nez, on voyage, on est dans les fruits tropicaux, hein. Donc on est sur la mangue, le fruit de la passion, mais assez fort, c'est assez puissant. On dirait presque qu'on a une bière fruitée tellement qu'on a beaucoup d'arômes. En bouche, on a du corps, même si c'est une bière à 5,8, mais là on a l'impression de boire un jus de fruits, hein. C'est vraiment le style NEIPA qui est bien représenté. Donc on a vraiment l'impression de goûter un jus de fruits tropicaux, de fruits de la passion, un peu de mangue aussi, ça, c'est vraiment assez gourmand. Et tout ça avec un degré d'alcool qui est assez faible. Généralement, les NEIPA, on arrive vers des teneurs à 7-8 degrés. Même pour un produit assez fruité, on voulait être un petit peu plus bas pour vraiment profiter de l'été aussi, de boire un côté très fruité, très rafraîchissant. Donc on a vraiment diminué l'alcool à 5,8 tout en gardant ce corps qui est vraiment important dans cette bière, quoi. Guillaume, le mot de la fin, il sera pour cette gamme Stut, qui est la gamme craft et créative de la brasserie Collier. Plusieurs bières, deux bières en gamme permanente, et puis évidemment des éphémères 3 fois dans l'année. C'est quoi l'ambition, les projets en termes de volume, par exemple? En termes de volume, évidemment, on fait tout ça, c'est pour espérer augmenter aussi nos volumes, mais ils sont assez modestes, puisque le principe de Stut à la base, c'est de s'amuser un peu à la brasserie et de pouvoir créer aussi des produits un peu éphémères, de changer de produit tous les 3 mois. Donc oui, on a des volumes, on espère d'ici quelques années atteindre les 5000 hectos par an. Ici, on est aux alentours de 2500 hectos sur cette année. Donc aller d'ici les 5 ans, ouais, on espère atteindre les 5000 hectos, mais sans vraiment gros but derrière. Le principe, c'est de sortir des bières qui permettent de nous amuser et dont on est fier aussi de sortir, quoi. Autour de Stut, il y a toute une ambiance, il y a des événements qui sont organisés et qui permettent d'aller rencontrer le public et peut-être d'écouter leurs attentes. Oui, donc on fait souvent des événements via notre département qui s'appelle Brasserie Collier Expérience, qui organise des événements à l'extérieur pour promouvoir aussi ses produits, promouvoir les autres produits, puisqu'il n'y a pas que Stut, mais ça en fait partie. Et alors on demande souvent l'avis des consommateurs, un peu ce qu'ils recherchent pour pouvoir répondre aussi à leurs attentes. Merci à Guillaume Coulon, Vincent Collier, ainsi qu'à toute l'équipe de la brasserie Collier pour leur accueil chaleureux et leur disponibilité lors de cet enregistrement. Rendez-vous sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram pour liker, commenter et partager cet épisode autour de vous. Pensez également à laisser un commentaire et 5 étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Et bien sûr, soutenez le Podcapsuleur sur Tipeee. Le lien est dans la description. À très vite pour découvrir d'autres aventures brassicoles. D'ici là, souvenez-vous,
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.